Donc, on a couvert un certain nombre de notions depuis le début de l'année. On a parlé de la représentation, on a parlé de la modélisation, on a parlé des vertus épistémiques, on a parlé du travail épistémique. On est resté principalement en sciences de gestion jusqu'ici. L'idée de la séance d'aujourd'hui est née à la fois d'échanges avec Laurent Magne sur le fait qu'il fallait à un moment qu'on aborde la notion du scientisme. Euh, et la difficulté, c'est que ça n'a pas été beaucoup abordé dans notre champ, en sciences de gestion. Et en cherchant, on est tombé sur les travaux de Philippe Corcuve, qui va présenter aujourd'hui son texte sur le scientisme, qui avait déjà écrit des choses très intéressantes sur le sujet. Donc le texte correspond à un certain nombre de thèses qu'il avait déjà développé dans un article de 2011, je crois. Je mettrai les références sur le site. En échangeant avec Philippe, on s'est en plus rendu compte qu'au-delà de la qualité des textes, il y avait vraiment des thèses et des arguments qui faisaient écho aux sciences de gestion, et du coup, ça serait intéressant d'avoir un dialogue entre lui, qui est plutôt du côté des sciences politiques avec des incursions sur des questions de sciences humaines et sociales en général, de sociologie, etc. Et ce que nous, on essayait de faire à la SPSG, en sciences de gestion et en philosophie, et aussi en SHS. Donc, sur la même structure que d'habitude, je vais laisser la parole à Philippe pour lire, présenter son texte. Ensuite, on aura des échanges et une discussion menée par Laurent et par moi. Et puis, on ouvrira la salle assez rapidement. Je me ferai le monsieur loyal. J'encourage les étudiants à avoir... en tout cas, pas être timides sur leurs questions. Il n'y a pas de raison que sur des questionnements sur ce que c'est que la science, il y ait de hiérarchie universitaire. Donc, je distribuerai la parole en fonction de qui a levé la main au premier et pas en fonction du grade. Je peux me le permettre parce que c'est moi qui ai le plus haut grade. Du coup, vous êtes obligé. Puis de toute façon, c'est moi qui ai le Teams. Donc, c'est moi Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Ces interrogations-là, faut les prendre dans toute leur ouverture et dans tout leur questionnement, et justement pas les fermer en se disant, voilà, il y a des scientifiques professionnels qui se posent des bonnes questions, et puis il y a des étudiants qui n'ont pas encore le droit de se poser des questions, etc. Donc voilà, je l'ouvrirai au fur et à mesure dans cet ordre-là. Je remercie Philippe de se joindre à nous et dans le séminaire, et d'avoir fait le déplacement, puisque Philippe travaille à l'IEP Lyon et habite dans le sud de Lyon. Sud, ouais, c'est très au sud de Lyon. Et donc voilà, d'avoir fait le chemin jusqu'à nous pour visiter ce magnifique campus de Nanterre et venir déjeuner dans son crous. Et pour venir discuter avec nous de cette notion-là. Donc, merci beaucoup à toi. Je vais tourner l'écran. S'il y a des problèmes de son, si vous n'entendez pas, vous me le dites. J'essaierai de faire le nécessaire, mais on devrait pouvoir bricoler quelque chose ici. Philippe, c'est voilà, à toi. est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui? Ça marche. Ok. Oui. Bien, donc simplement quelques mots en disant que moi je suis en sciences politiques, donc mes deux sous-matières, c'est la sociologie et la philosophie politique. Voilà, sur entre les deux, ces deux secteurs. Donc, on a voulu regrouper un certain nombre d'extraits de textes qui concernaient les rapports entre sciences sociales et scientisme. Alors, le texte proposé a deux angles, en fait. L'un va concerner des présupposés intellectuels associés au vocabulaire des sciences sociales, c'est-à-dire que en fonction du vocabulaire, des concepts, des théories, des méthodes, il va y avoir un certain nombre d'implicites qui vont être posés au travail des sciences sociales. Et puis, la deuxième catégorie, c'est que les chercheurs eux-mêmes sont insérés dans la société, ils ont des statuts, ils ont une histoire, ils sont pris dans des types d'interactions différentes, et donc il y a des implicites sociaux liés aux insertions sociales des chercheurs. Donc, c'est les deux catégories, les deux types d'implicites que j'ai essayé d'aborder. Mon hypothèse, c'est que ces deux types d'implicites
présupposés intellectuels et puis implicites sociaux en fonction de sa propre positionnement dans la société, ne conduisent pas à mettre en cause la scientificité des sciences sociales, mais amènent à remettre en cause une certaine vision qui me semble erronée de cette scientificité que je vais appeler scientisme. Voilà, donc c'est autour de ça. Alors la première catégorie, c'est autour de ce qu'on appelle les présupposés anthropologiques. Alors, c'est quoi ces présupposés? C'est que à partir de leur vocabulaire même, les sciences sociales vont avoir une certaine vision implicite, non choisie clairement, de ce que sont les humains qu'ils vont analyser et la condition humaine. Alors, par exemple, il y a des sociologues qui vont utiliser beaucoup intérêt, calcul, stratégie, d'autres dispositions, habitudes, d'autres désirs, passion, plaisir, identité, compétence, imaginaire. Bon, à chaque fois, ces mots qui sont utilisés en sciences sociales, en fait, vont renvoyer à une certaine vision de l'humain différente. Bon. C'est pas forcément un choix, c'est lié à l'histoire des concepts, ça peut être lié aussi aux techniques utilisées. Ils ne sont pas forcément homogènes chez un même chercheur. Par exemple, j'avais fait un travail qui n'est pas là ici, mais on trouve au moins 3 catégories de présupposés anthropologiques dans la sociologie de Pierre Bourdieu, différentes, qui ne vont pas du tout dans la même direction. Donc, il n'y a pas une cohérence nécessairement sur le même chercheur, c'est en fonction des types de travaux, des outils, etc., et des sources diverses avec lesquelles ils bricolent leur travail. Donc, ça ne suppose pas de considérer qu'il y a une cohérence des auteurs et des œuvres. Bon. Donc, ces implicites anthropologiques, c'est une catégorie, il y en a d'autres. Hein, un grand, disons, pionnier de la sociologie, Max Weber, s'était intéressé aux présupposés axiologiques, on dirait éthiques aujourd'hui. Bon, c'est le mot axiologique est moins utilisé. Bon. Mais dans un autre article, publié dans la revue française Sciences Po, je m'étais intéressé aux présupposés en termes de philosophie de l'histoire, c'est-à-dire comment on voit l'histoire se développer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces présupposés? On utilise des mots, des notions, etc. Ça va orienter notre regard dans une certaine direction. Par exemple, si j'utilise principalement le mot intérêt, calcul, intérêt, en tant que sociologue, il y a peu de chances que je rencontre l'amour dans mon objet. Et quand les sociologues qui s'intéressent à calcul, intérêt, stratégie rencontrent l'amour, c'est pour expliquer que c'est une forme de l'intérêt. Donc, ça oriente le regard dans une certaine direction. Et je me rappelle, à une certaine époque, moi, j'ai commencé, disons, ma carrière plutôt proche des thèses de la sociologie de Pierre Bourdieu. Et puis, à un moment donné, je me suis intéressé au rapport de compassion entre infirmière et malade. J'ai construit un modèle avec une philosophe, à partir d'un philosophe qui s'appelle Emmanuel Lévinas. Et la première réaction de mes collègues proche de la sociologie de Bourdieu, qui était un peu obsédé par la notion d'intérêt, c'est que ça n'existe pas la compassion, mais au bout, c'est une forme d'intérêt. Donc, j'ai étudié quelque chose qui n'existait pas. Bon. C'était une illusion. Bon. Donc, en fonction des mots que j'utilise, je vais avoir une composante anthropologique, c'est-à-dire une vision de l'humain qui n'est pas forcément explicite et qui est souvent niée par ceux que je vais appeler les scientistes. Alors, j'ai pris un exemple dans le texte, c'est un scientiste bourdieusien, les partisans de la sociologie de Bourdieu. On verra qu'il y a un écart énorme entre la sociologie de Bourdieu et les bourdieusiens, dans ce point de vue. Bon. Alors, c'est une figure, disons, du bourdieusisme en sciences politiques, qui s'appelle Daniel Gaxi, il a fait des travaux intéressants sur les gratifications du militantisme. Bon, et voilà ce qu'il écrit à un moment donné. Il dit « Vouloir déceler une anthropologie dans le travail sociologique revient à introduire dans les sciences sociales un point de vue philosophique qui devrait leur être étranger. » Voilà. Alors, c'est là où je parle par rapport à ce type de choses, de scientisme. Le scientisme, ce serait quoi alors? Ça serait la croyance où la science est totalement autosuffisante. Elle n'aurait aucun présupposé. Bon.
aucun présupposé qu'elle aurait hérité de l'histoire philosophique de ces concepts. Parce qu'il faut savoir que historiquement, les sciences sociales sont des branches qui se sont autonomisées de la philosophie sur une longue période. Donc, il y a beaucoup de concepts encore qui sont issus de ce moment philosophique. Et même les grands philosophes contemporains, les grands sociologues contemporains comme Pierre Bourdieu ou Alain Touraine, en fait, c'était des philosophes au départ. Bon, il y avait une formation philosophique. Donc, cette croyance en l'autosuffisance des activités scientifiques sans présupposer, c'est ça que j'appelle scientisme. Ce scientisme doit être distingué de ce qui me semble être la nécessité de l'autonomie, que Bourdieu appelle l'autonomie des champs scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autonome de la science comme activité par rapport à d'autres types d'activités. Bon. Par exemple, si je suis une personne issue de milieux populaires et que j'ai réussi à l'école, bon, et je peux avoir une certaine vision de ma trajectoire en me disant, en fait, il suffit de travailler pour réussir. Et c'est ceux qui glandent rien qui réussissent pas. Bon, je peux dire ça. J'ai un rapport subjectif à mon expérience. Bon. Et puis le sociologue va venir avec des statistiques, il va montrer que les enfants de cadre supérieur et les enfants d'ouvriers ne réussissent pas avec les mêmes chances à l'école. Bon. Alors là, on va avoir une construction scientifique. Là, ça n'élimine pas la vérité subjective de la personne par rapport à son expérience, mais il y a quelque chose d'autre qui est cet espace autonome qu'on va appeler scientifique. Bon. Donc la critique du scientisme doit être distinguée de l'autonomie de la connaissance scientifique. Et donc, c'est là où d'ailleurs un dialogue avec la philosophie est important, puisque un des travaux, une des outillages de la philosophie, c'est de réfléchir sur les présupposés. C'est un axe, un angle. Bon. Et ça peut aider, disons, à éclaircir ces présupposés, disons, du point de vue philosophique. J'ai parlé d'un scientiste, Daniel Gaxi, qui se réclame de Pierre Bourdieu, mais Pierre Bourdieu n'avait pas la même vision dans un de ses derniers grands livres, Méditation pascalienne. Il pose la question, il dit, il parle de expliciter l'idée de l'homme que inévitablement j'ai engagée dans mes choix scientifiques. Expliciter l'idée de l'homme que inévitablement j'ai engagée. Donc on voit bien, c'est l'inverse de ce que dit Gaxi. Bon. Un économiste qui est devenu philosophe depuis, Frédéric Lordon, qui revendique aussi l'héritage de Bourdieu, avait écrit quelque chose de semblable. Je cite, « Les sciences sociales peuvent-elles en tout domaine faire l'économie d'un axiome de nature humaine, éventuellement requalifié hypothèse anthropologique pour être rendu plus présentable? Si l'on considère au contraire la capacité de ces hypothèses à s'insinuer subrepticement dans la plupart des corpus théoriques, on peut préférer les assumer ouvertement plutôt que de les laisser à des impensés problématiques. » Il y a une piste intéressante là, c'est que de toute façon, on va avoir une certaine vision de l'humain engagée dans les mots qu'on utilise. Autant être conscient de ces présupposés que de les faire jouer de manière non consciente. Voilà c'est ce que dit Lordon là, dans cet extrait. Donc, reconnaître les dimensions anthropologiques du regard scientifique, ce n'est pas nécessairement nier l'autonomie de la science, mais c'est l'idée qu'il y a des dimensions extra-scientifiques qui orientent le regard scientifique et qui vont l'amener à s'orienter dans telle ou telle direction. Si j'ai un modèle d'intérêt, je ne vais pas voir la même chose dans un hôpital en observant, comme sociologue, que si j'ai un modèle de compassion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des composantes d'intérêt dans la réalité, des composantes de compassion, mais le modèle va éclairer certains aspects de la réalité et va en fait mettre de côté les autres. Bon. Donc, il y a quelque chose dans les présupposés qui consiste en une préstructuration du regard scientifique qui va orienter ce qu'on peut appeler un champ de visibilité et d'invisibilité. C'est-à-dire que ça va me permettre de voir certaines choses, mais en même temps, je ne vais pas voir d'autres choses. En postulant quelque chose qui est quand même, dans les sciences modernes, un élément relativement acquis,
contrairement aux visions théologiques, religieuses, ou une certaine vision, disons, des débuts de la science au XIXe siècle, c'est qu'on ne peut pas tout voir en même temps. Hein, c'est-à-dire que si je vous regarde là, je ne peux pas voir en même temps derrière moi. Bon, alors, donc, c'est ça les concepts, c'est qu'ils vont orienter. Alors, il y a des choses que je ne vais pas voir. Les présupposés, ça contribue à délimiter le visible et ce qui va être invisible aussi. Alors, le problème, c'est qu'il y a ceux qui vont reconnaître qu'il y a de l'invisible, et donc je vais pouvoir faire varier les modèles, interroger autrement. Et puis, il y a ceux comme Gaxi qui disent non, il n'y a pas d'invisible, j'ai tout vu. Hein, bon. Alors, évidemment, c'est là où il y a une différence. Hein. Bon. Le propre de ces carburants extra-scientifiques, c'est de se poser sur comment sont les humains. Les humains, c'est des gens qui calculent, principalement, c'est des gens qui aiment, c'est des gens qui ont une inertie par rapport à leur socialisation, donc ils reproduisent des choses qu'ils ont apprises pendant l'enfance, bon, etc. C'est des gens qui sont principalement mus par la construction d'une identité. Alors, en fonction des sociologies, on va utiliser tel, on va dire intérêt, on va dire identité, on va dire disposition, habitus. Bon, on ne va pas voir la même chose, on va dire compétence. Bon, on ne va pas voir exactement la même chose. Il ne faut pas croire que ce carburant extra-scientifique est que quelque chose qui bloque la science. C'est à la fois, à mon avis, un carburant de la science et un obstacle à la science. Voilà. C'est la double dimension. C'est un carburant parce que ça permet de voir quelque chose et d'orienter après un protocole d'enquête, une méthodologie, etc., pour voir qu'est-ce que c'est que ce domaine. Hein. Bon. Mais en même temps, c'est un obstacle parce que ça met dans l'ombre une série de choses. Bon. Alors, c'est souvent ça qui est pas bien vu. Hein. Souvent, ce qui est dans le scientisme, ce qui est le carburant extra-scientifique de la science, va être vu simplement comme un obstacle. On va parler d'obstacle épistémologique. Bon, c'est quelque chose qui empêche de voir. Et donc, l'idée, c'est qu'on va l'éliminer. Donc, il n'y aura plus de présupposés. Hein, c'est la position de Gaxi. Bon. Là, c'est pas ça. C'est pas simplement quelque chose qui empêche de voir, mais c'est quelque chose qui permet de voir. Bon. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on ne peut pas les éliminer? C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher des hypothèses implicites sur ce que sont les humains dans les mots qu'on va utiliser. Hein, est-ce qu'ils sont calculateurs, est-ce qu'ils sont altruistes, etc. Bon, des questions classiques de philosophie politique. Et là, c'est là où je propose, à la suite de Bourdieu et d'autres, l'idée de la réflexivité sociologique. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre conscience des présupposés pour mieux les contrôler, d'une certaine façon. Alors, mieux les contrôler, ça veut dire quoi? Ça veut dire mieux localiser les domaines de validité scientifique de nos analyses. C'est-à-dire que si j'ai un modèle en termes d'intérêt, par exemple, je l'ai fait au même moment où j'avais fait ce modèle de compassion à partir de Lévinas, j'ai lancé d'autres enquêtes sur des processus de décision publique à partir d'un modèle bâti à partir du prince de Machiavel, que j'avais appelé tactique stratégique. Là, il y avait du calcul et de l'intérêt. Bon. Ce modèle me permettait de voir les relations calculées avec du moyen terme, du court terme, du long terme dans le comportement des acteurs. La compassion, c'était à l'époque, ça avait été sur deux terrains. À l'époque, aujourd'hui c'est Pôle emploi, c'était la NPE et l'hôpital. Et la décision publique, c'était la façon dont a été installée une plateforme multimodale à Lyon. À l'époque, l'aéroport s'appelait Satolas, maintenant il s'appelle Saint-Exupéry. Mais le fait que le train, l'avion et l'autoroute se sont croisés au même endroit. Bon, alors on avait analysé la décision. Alors on avait utilisé le modèle de Machiavel pour l'analyse de politique publique et sur, disons, Pôle emploi et l'hôpital, le modèle Lévinas. Bon. Donc, ça permet de localiser les choses. Hein. C'est-à-dire que quand je identifie des relations de compassion à l'hôpital, c'est dans un certain cadre, c'est certaines relations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relations d'intérêt aussi, ou ailleurs, ou qui peuvent être éclairées autrement. Donc, il faut localiser, alors que les sociologues ont tendance à voir que
le regard qu'ils vont porter à partir de leur concept, ils nous donnent le tout, ou au moins le global, le principal. Bon. Donc, c'est localiser les domaines de validité scientifique. Le deuxième, c'est ce que j'appelle méthodologiser les questions anthropologiques, c'est-à-dire justement ce qu'on a fait avec Machiavel et avec Lévinas, c'est qu'on va utiliser des modèles différents qui empruntent à des hypothèses anthropologiques différentes. On va avoir un individu calculateur pour éclairer certains comportements, et on va avoir un individu qui est, le modèle de Lévinas, c'était qui est saisi par un sentiment de responsabilité par rapport à de déteste autrui dans certaines circonstances. Alors, c'est ça méthodologiser, c'est une fois qu'on est conscient que certains modèles sont adossés à certaines hypothèses anthropologiques, on peut faire varier les modèles pour éclairer autrement la réalité. Bon. Donc, l'idée, c'est que reconnaître les présupposés anthropologiques, ce n'est pas nier la possibilité de la science et de la scientificité, c'est nier le scientisme, et pour permettre, disons, d'aller plus loin et rendre plus rigoureux le travail, il faut essayer d'aller vers la localisation et vers la méthodologisation. Bon. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point concerne les implicites sociaux. Bon. Les chercheurs en sciences sociales ont un passé social, ils ont une histoire propre qui a généré une série d'évidences, les socialisations croisées, la famille, l'école, les cercles amicaux, le travail, etc. Il y a des dimensions de classe, de genre, la racisation, la génération, etc. Il y a différents éléments qui jouent. Ils occupent des positions différentes dans des configurations de pouvoir. En fonction des interactions, ils peuvent avoir une variété de rôles sociaux. Par exemple, la même personne peut être dans une position hiérarchique inférieure dans une situation et dans une situation qui succède une position hiérarchique supérieure, bon, etc. Bon. Je peux être femme et dominée par rapport à la domination masculine, mais en tant que chef d'entreprise femme, je peux être dominante par rapport à mes salariés, la même personne, en fonction des situations. Bon. Donc, tout ça, c'est mobile, c'est assez mobile. Donc, mais les chercheurs en sciences sociales, eux aussi, ont tous ces éléments. Ils enquêtent sur la société, mais ils sont comme les autres êtres sociaux, ils ont toutes ces caractéristiques. Donc, c'est une autre catégorie d'implicite. C'est que de mon histoire, de mon passé, de mon implication dans la vie sociale, j'hérite une série d'évidences qui ne sont pas nécessairement clairement conscientes, qui ne sont pas des choix, mais qui sont des choses qui ont été déposées en moi au cours du temps. C'est ce que Bourdieu appelle de manière suggestive des adhérences sociales, des choses qui collent à soi, et il distingue ça des adhésions volontaires. C'est-à-dire quand je décide d'adhérer à un syndicat, une association, un parti politique, là, il y a une adhésion volontaire. Mais là, ce que j'hérite de mon histoire, c'est des choses qui me collent à la peau, que je n'ai pas forcément choisies, mais qui sont liées au mouvement de mon histoire. Donc, les adhérences, les adhésions. Bon. C'est des quasi-automatismes, c'est dans la demi-conscience, voire un inconscient social, qui vont être plus ou moins activés en fonction des situations, plus ou moins routinisés que rencontre le chercheur, et qui vont avoir un rôle sur ce que les chercheurs, je pense à ma thèse sur le syndicalisme cheminot, par exemple, j'interrogeais des cheminots syndiqués, mais faisais des entretiens aussi avec leurs épouses. Bon. Et puis, j'avais un cheminot conducteur de train et j'interrogeais chez lui sa femme qui était infirmière. Et puis, j'étais identifié comme un télo, un étudiant à l'époque. Bon. Et donc, à la fin, je posais toujours des questions sur des dimensions culturelles. Alors, les trucs politiques et associatifs, et puis les consommations culturelles, ce qu'on regarde à la télé, les livres, etc. Et quand je pose une question sur les livres, elle est perturbée. On voit bien qu'elle s'est activée l'idée, voilà, c'est un intello qui me demande, elle ne sait plus ce qu'elle lit parce qu'elle lisait. Et c'est son mari qui me raconte ça 2 jours après. Elle est paniquée et elle regarde autour de la pièce pour voir s'il y a un titre de livre qui apparaît à ce moment-là. Bon. C'est la situation sociale qui va générer sa réponse. Bon. Et c'est lié à l'interaction entre un certain âge social et elle. Bon. Et il y a un autre chercheur qui aurait fait autre chose, c'est différent. Par exemple, il y a des travaux aux États-Unis très classiques sur le racisme, où quand c'est une personne blanche qui va interroger une personne noire sur le racisme, la même personne, et après c'est un chercheur noir, ou alors c'est un chercheur noir qui interroge une personne blanche, etc., eh bien, pour les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes réponses. Bon.
Ça ne veut pas dire que c'est radicalement différent, c'est qu'en fonction de l'interlocuteur, la façon dont on l'identifie, ça va créer. Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle une autre catégorie d'implicites, que j'appelle les implicites sociaux. Et là aussi, ces implicites sociaux, comme les présupposés anthropologiques, sont plutôt maltraités par le scientisme. Le scientisme, dans le sens où je l'entends, c'est l'oubli des adhérences sociales qui pèsent sur l'activité scientifique. C'est donc l'oubli de cet obstacle épistémologique, c'est-à-dire j'ai une série d'évidences qui ne vont pas me permettre de voir certaines choses. Bon. Mais c'est aussi l'oubli, le deuxième aspect dont j'ai parlé tout à l'heure, que l'insertion sociale offre des points d'appui à la connaissance. C'est-à-dire que, comment dire, si je suis un étudiant issu des couches moyennes et que je fais une thèse sur les cheminots, et donc j'enquête sur le milieu cheminot, ouvrier, à la SNCF, bon. Il y a des choses que je ne connais pas et que je vais mettre du temps à comprendre, des mois, etc., pour comprendre pourquoi ils disent ça, etc. Au début, je ne comprends pas. Bon. Donc, ça me freine. Mais par exemple, comme à l'époque, j'étais militant politique, c'était d'ailleurs un militant politique qui m'avait permis d'en rentrer dans ce syndicat, faire de l'observation participante. Bon. J'avais toute une série de choses que je connaissais sur le militantisme, que je comprenais immédiatement. Mon insertion sociale, c'était à la fois un obstacle et un appui de ma connaissance. Bon, les deux. Bon. C'est toujours, disons, le même chose. Bon. Donc, le scientisme, il méconnaît à la fois le fait que j'ai des évidences sociales qui vont freiner ou m'empêcher de voir certaines choses, et puis aussi, c'est que ces adhérences sociales extra-scientifiques vont m'aider à voir certaines choses aussi. Hein. C'est un appui et un obstacle. Bon. Donc, ici, ce qui est critiqué, c'est la confusion scientiste entre la nécessaire autonomie de la science, hein, il y a une activité de connaissance propre qui est différente de faire la création artistique ou, disons, une activité manuelle classique, etc. Bon, c'est un domaine autonome avec des règles, avec des contraintes, avec des contrôles, voilà. Mais en même temps, le scientiste, ça serait de croire que la science, elle a une indépendance complète. Elle a une indépendance complète par rapport aux présupposés et par rapport, disons, aux implicites sociaux que portent les chercheurs, qui sont aussi des êtres sociaux comme tout le monde. Là aussi, l'autonomisation de la science pour conduire à une connaissance scientifique, ce n'est pas la négation de ça, ça passe aussi, à mon avis, par la réflexivité sociologique, un retour réflexif du chercheur sur ses adhérences sociales et sur leurs effets sur le cours de la recherche. Bon. Donc, il y a cette dimension, disons, qui rend plus rigoureuse la science en prenant davantage conscience de ses implicites. Cette réflexivité, c'est à mon avis, il y a une tentation qui est une erreur, en partie chez Pierre Bourdieu, c'est qu'elle est présentée chez Pierre Bourdieu sur un mode héroïque et individualisé. C'est-à-dire, le chercheur tout seul va voir tous ses présupposés et tous ses implicites sociaux. En fait, c'est plus banal et coopératif, c'est ce qu'on appelle souvent en épistémologie les contrôles croisés. C'est que c'est dans la discussion scientifique, dans les discussions, etc., c'est souvent les autres chercheurs qui vont voir les implicites. Hein. Selon quelque chose d'ailleurs qu'avait remarqué Bourdieu dans sa leçon au Collège de France inaugurale, il parlait de la loi des cécités, des lucidités croisées. Hein. C'est-à-dire que je ne vois pas clair sur moi-même, mais j'ai tendance à voir assez clair sur les autres qui sont en face de moi. Hein, la loi des cécités, des lucidités croisées. Donc c'est souvent les autres dans la discussion scientifique qui vont voir mes implicites. Hein. Bon, évidemment, je peux faire un effort pour les voir moi-même, mais la dimension coopérative par les contrôles croisés est plus importante. Il faut faire attention aussi à quelque chose, parce que c'est beaucoup utilisé sur ce que j'appelle un style inquisitorial néo-scientiste qu'on trouve chez certains qui réclament de Bourdieu et dans d'autres courants. C'est qu'ils agitent beaucoup l'idée de réflexivité, mais ce qu'ils appellent réflexivité, c'est dire que les autres se sont trompés. Alors, c'est le contraire de la réflexivité, parce que normalement, la réflexivité, c'est sur soi,
c'est pas pour dire les autres ont des présupposés, mais moi j'en ai pas. Bon, alors là, c'est une sorte de dévoiement de la notion de réflexivité, mais c'est beaucoup utilisé, c'est vrai. C'est les autres qui ont des présupposés, c'est les autres qui se trompent, qui ont des implicites sociaux, etc. Bon. Donc il faut faire attention à ça parce que c'est quelque chose il y a un usage du mot réflexivité qui va dans ce sens, hein, qui s'est stabilisé. Voilà à peu près ce que je voulais dire. L'idée, c'est que autonomie scientifique des sciences sociales, réflexivité sociologique sur leurs présupposés intellectuels et sur les implicites sociaux, c'est, à mon avis, un chemin qui permet d'éviter le scientisme tout en refusant le dénigrement relativiste de la science. Voilà. C'est pour moi une démarche importante. Ça ouvre, hein, j'ai ouvert le texte là-dessus, c'est que ça suppose de s'interroger sur le régime propre de scientificité des sciences sociales. Et là, pour moi, mais on pourra en discuter, parce que tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais celui qui a fait un grand bond, à mon avis, en partie contre lui-même et contre Pierre Bourdieu, à cette interrogation sur le régime de scientificité des sciences sociales, il s'appelle Jean-Claude Passeron, disons à la fin du XXe siècle. Et il a défendu, dans le sillage de Max Weber, l'idée de sciences sociales, parce que ce sont des sciences historiques qui sont irréductiblement pluralistes sur le plan théorique, parce que le propre des sciences sociales, des concepts des sciences sociales, serait d'être analogiques et posant pas des identités entre les phénomènes. Voilà. Là, on pourrait en discuter parce que ça débouche là-dessus. Est-ce que le régime de scientificité des sciences sociales est le même que celui de la physique ou de la biologie? Bon. C'est des choses qui reviennent encore. J'avais amené quelques notes parce que les chercheurs changent, mais c'est la thèse que les sciences sociales doivent se caler sur le régime de scientificité de la physique et de la biologie. C'est la thèse de quelqu'un qui, il y a à peine 5 ans, défendait, et qui l'a fait pendant 20 ans, les thèses de Jean-Claude Passeron, Bernard Lahire, et qui, dans un livre paru en 2023, Les structures fondamentales des sociétés humaines, a pris l'inverse. Il a expliqué que l'abomination relativiste, c'était Jean-Claude Passeron, et il oublie de dire dans son gros livre qu'il a été passeronien pendant 20 ans et qu'il a fait en partie sa carrière sur le nom de Passeron. Ça, il a une petite... Mais il explique que le principal obstacle épistémologique à la science, c'est Jean-Claude Passeron. Oui, la plupart des gens qui ont lu son livre ne savent pas que, je dis 5 ans, mais c'est peut-être 3 ou 4 ans avant le livre, et pendant une vingtaine d'années, ça a été, disons, sa référence. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Laurent Magne pour quelques éléments de discussion. Si techniquement, Laurent, tu arrives à allumer. Je suis là, si tu Ouais. me vois. On voit pas ta caméra. Merci beaucoup, Philippe, pour ce texte intéressant et stimulant. Le but du jeu, évidemment, de la discussion, c'est d'inviter à l'approfondissement et parfois au dépassement d'un certain nombre de choses. Je vais te proposer un certain nombre de remarques et de questions de façon, on va dire, assez linéaire à la lecture de ton texte. Tu as dit beaucoup de choses à l'oral qui permettent aussi de lever des interrogations que j'avais sur un certain nombre de points, en donnant justement des exemples concrets qui permettent d'illustrer la démarche, ce qui était fort appréciable. Et tu commences par le concept de présupposé, et avec la question de l'implicite et de l'explicite, et notamment des présupposés anthropologiques. Et dans ces présupposés anthropologiques, essentiellement, c'est le modèle de l'homme, la nature humaine en quelque sorte, qui est mis en avant. Et une première question que j'ai, parce que je suis féru d'anthropologie et notamment de l'anthropologue Mary Douglas, c'est: n'y a-t-il qu'un modèle de l'homme avec une espèce de nature humaine, ou y a-t-il également un modèle de la société? Et ça va nous amener sur, on va dire, quelque chose qui, je pense, traverse un peu l'article, qui est le lien entre le descriptif, qui peut être éventuellement complexe, et tu citais Weber, donc avec l'idéal type, et comment l'idéal type nous permet de faire la construction intellectuelle permettant de proposer plus qu'une description, mais une explication, et au côté prescriptif, c'est-à-dire le côté normatif. Et si je dis ce que je comprends de ton texte de façon lapidaire, le scientifique, c'est finalement quelqu'un qui est normatif et qui ignore ou fait comme si
il n'était pas normatif avec une forme de mauvaise foi, on va dire sartrienne. C'est, je pense, là, un des points importants. Tu poursuis ton texte en faisant une référence centrale à Bourdieu. Ce qui m'intéresse, c'est de voir finalement que les sociologues sont des héritiers. Si les sociologues sont des héritiers, ils héritent d'un habitus, on va dire, alors peut-être pas de classe, mais professionnel. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on va questionner, comment est-ce que on va pouvoir ouvrir la boîte de l'inconscient collectif, peut-être professionnel, et de voir que l'ouverture de cette boîte, c'est ce qui pose problème aux scientistes, et que de l'autre côté, il y a une nécessaire, on va dire, question qui est celle soit de l'autonomie, soit de l'indépendance, soit de l'articulation entre les deux. Le premier lien intéressant à faire, c'est tu écris une science présumée débarrassée de tout présupposé philosophique. Et ça, en tant qu'épistémologue, ça fait furieusement résonner le positivisme du cercle de Vienne, où on cherchait à débarrasser la science de la métaphysique. Et les présupposés philosophiques, c'est la métaphysique, on pourrait éventuellement parler d'ontologie. Et s'il faut en la débarrasser, c'est une manière de la purifier. Sauf que, comme tu le disais, ces différents présupposés, ils ne sont pas simplement des obstacles épistémologiques, une terminologie bachelardienne, on y reviendra. Ils sont contraignants dans un sens, mais ils sont habilitants de l'autre, pour le dire à la Giddens. Et une autre manière de le dire, c'est l'axiomatique, elle est toujours importante et mieux vaut l'expliciter, c'est ce que tu suggères par la réflexivité, plutôt que d'être, on va dire, affilié à une forme dogmatique qui s'ignore. Mieux vaut afficher, on va dire, son parti pris plutôt que d'y être aveugle. Et ça nous amène à la question du coup de l'autosuffisance. Je comprends du coup ce que tu dis sur le scientiste à la façon du baron de Munchausen, qui en fait est capable de se soulever en tirant sur les attaches de ses bottes. C'est-à-dire que le scientiste, comme il est en train de nier, en gros, qu'il y a une référence externe, du coup, il se retrouve dans un système qui est autoréférentiel et fermé au lieu d'être dans un système ouvert. Et donc, ma première suggestion, ce serait de voir en fait comment cette ouverture permet de penser justement le scientisme et le non-scientisme, si j'ose dire. Du coup, j'ai l'impression que le scientiste, il est d'abord autocentriste. C'est-à-dire qu'il a tendance à se voir avec un biais égotique et projectif dans tout ce qu'il fait et à penser que tout le monde est comme lui. Le fait que tout le monde est comme lui, ça a introduit une autre question subreptice qui est celle de l'universalité. Parce que si tout le monde est comme lui, en fait, c'est lui la norme de l'universel. Et c'est à partir de ça que on peut avoir du coup une lecture, on va dire, critique, puisque c'est en questionnant non plus l'universalité mais la contingence que on va découvrir l'altérité. C'est sur ces détails qui collent pas, qui font que la personne est censée avoir un habitus de classe et en fonction de la réaction avec tel chercheur ou telle chercheuse, elle répond pas la même chose. Que l'universalité montre, on va dire, sa particularité. Et donc, ma première grande question, en fait, c'est les théories contingentes et la place des théories contingentes. Et est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que tu en penses, sur le fait que la première des choses dans le scientisme, et notamment en sciences sociales, c'est de faire des théories acontingentes. Tu en parles un peu explicitement dans ton texte pour les sciences sociales. Évidemment, comme tu n'es pas spécialiste, tu ne parles pas du tout des sciences de gestion dans ton texte. Et on pense chez nous à deux disciplines des sciences de gestion qui ont une petite tendance à être à contingente. C'est la finance, et notamment la finance de marché, qui a un modèle qui est celui d'un homo economicus individualiste, et qui va nous amener à agréger les comportements individuels pour en déduire le fonctionnement standardisé du marché, avec l'hypothèse des marchés efficients, mais comme le nom l'indique, ça n'est qu'une hypothèse. Il y a plein de cas dans la vraie vie où on voit que cette hypothèse ne fonctionne pas, ce qui n'empêche pas qu'elle soit une heuristique utile à certains moments.
Et donc, là ici, c'est la question, le chercheur qui s'adresse au chercheur, quand est-ce que c'est une heuristique et quand est-ce qu'on tombe dans la catégorie où on est franchement devenu scientiste. Là, du coup, tu parlais pas mal effectivement de l'effet filtre, mais qui était à la fois contraignant et habilitant de nos présupposés. Et moi, ce que je note, c'est la réduction de la complexité. C'est-à-dire qu'on a une nécessaire réduction de la complexité parce qu'au début, ça fait trop. On n'arrive pas à tout appréhender, on n'arrive pas à tout comprendre. Donc, un peu l'idée que c'est une étape, on va dire, qui a une forme d'utilité, même s'il ne faut pas s'y arrêter. Et donc, la question, c'est quelle est l'opportunité des modèles simples? Je prends un exemple classique, Milton Friedman, qui nous dit que peu importe que le modèle soit faux, pourvu que ça marche. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui me semble important. Ensuite, j'ai trouvé que tu étais extrêmement humble dans ton titre et même presque que ça manquait un peu d'ambition parce que tu n'as pas commenté ton titre. Là, tu parles de repérage au pluriel d'un problème pour le scientiste. Et je trouve ça très intéressant parce que on n'est pas dans quelque chose au contraire qui va être militant. On essaye d'être posé, d'être rationnel, d'avoir un discours sérieux et solide sur le sujet, il s'agit juste de le repérer. Mais tout ton texte fait beaucoup plus que ça. Tu n'es pas simplement en train de repérer le problème, tu es aussi en train d'en fournir une solution. En mettant en avant la réflexivité sociologique, tu donnes des voies de sortie à ce problème, des voies qui après peuvent être éventuellement même encore étendues. La question suivante, c'est du coup, quand tu dis réflexivité sociologique, je pense que tu l'entends dans un sens très large qui est celui de toutes les sciences sociales, ou est-ce que tu veux l'entendre dans un sens plus strict qui serait celui de seulement la sociologie? Et là, pour revenir sur la question de la réduction, je pense que quand les gens sont scientistes, souvent c'est que ils sont dans une attitude soit de déni, soit de négation par rapport à une dimension connue du réel. Quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'effectivement, par exemple, les collègues en sciences sociales, en général, ne connaissent pas du tout les sciences de gestion. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils ont pas d'idée. Du coup, les dimensions, on va dire, qui sont clairement identifiées dans la littérature managériale sont absentes, ce qui fait que le modèle étant manquant, puisqu'il y a des dimensions qui manquent, devient fautif. Et du coup, il peut devenir potentiellement scientiste dans le sens où on va essentialiser une dimension pour lui faire porter tout. On connaît bien le cas avec le sociologisme, c'est-à-dire la forme de scientiste qui va tout expliquer exclusivement par des variables sociales plutôt que de combiner. Du coup, ça m'amène à te poser, on va dire, deux questions enchevêtrées, qui est, mais pourquoi donc les scientistes sont-ils scientistes? Et surtout, pourquoi le restent-ils? Et par rapport à ce que tu dis sur la partie réflexivité, je pense qu'il y a des choses à dire. Et puis j'ai encore deux petites séries de remarques. Alors une, c'est parce que comme tu as utilisé le terme d'obstacle épistémologique et que je suis féru de Bachelard, forcément, je pense à l'auteur. Euh, et quand tu parlais de méthodologiser les questions anthropologiques en faisant des hypothèses anthropologiques variées. Ça me fait furieusement penser à la philosophie du nom de Bachelard, si tu la connais, où on est en train de passer d'une géométrie euclidienne à une géométrie non euclidienne. L'idée, c'est qu'effectivement, ça permet d'accroître, on va dire, la rigueur en prenant en compte la contingence, en faisant varier les modèles. Mais tu nous dis aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et qui est très intéressant, c'est ça permet d'accroître l'imagination. Donc, le scientiste, on va dire par contraste, serait quelqu'un qui finalement perd de l'imagination, qui n'arrive pas à imaginer un certain nombre de choses et qui a un risque, on va dire, de stérilité d'une pensée consanguine, si je le disais d'une façon parfaitement provocatrice. Enfin, tu parlais de l'usage dévoyé, de la dénonciation d'adversaires pour la réflexivité et du style inquisitorial néo-scientiste. Alors, est-ce que tu pourrais préciser justement ce néo-scientisme, ce qu'il est? Est-ce que le néo-scientisme, c'est juste, on va dire, une façon revisitée d'être scientiste?
Est-ce qu'il y a une différence de nature ou est-ce que c'est franchement toujours la même famille, mais avec, on va dire, les habits du jour, les habits nouveaux? Et la dernière série de remarques, qui est une ouverture et un véritable questionnement, tu fais une grosse référence justement à Passeron. Et le titre de l'ouvrage de référence de Passeron, c'est l'espace non popérien du raisonnement sociologique. Donc ici, il y a cette dénonciation en quelque sorte, ou au moins critique, de l'espace popérien du raisonnement sociologique. Et est-ce à dire que l'espace popérien du raisonnement sociologique est scientiste? Et donc dans ce cas-là, c'est une des questions qui est importante, avec éventuellement une confusion avec le positivisme dans le sens viennois du terme. Et ça, si tu as quelque chose à nous dire sur le scientisme et le positivisme viennois, je serais ravi de t'entendre. Et une autre question après qui est un peu hors champ par rapport à ton texte, puisque c'est sciences sociales et scientistes, c'est et l'ingénierie sociale là-dedans. Est-ce que justement des figures scientistes ne se trouvent pas très souvent essentiellement dans l'ingénierie sociale, c'est-à-dire à vouloir formuler des recommandations, notamment à caractère politique? Et la toute dernière question, c'était, en lien avec l'imagination sans doute, quelle place attribuer à l'analogie en sciences sociales? Est-ce que l'analogie, c'est quelque chose qu'il faut valoriser? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut dévaloriser? Et pourquoi? Merci beaucoup pour cet article. Hein, il y a beaucoup de choses. On en prend une grosse demi-heure. D'accord. L'idée, ça serait d'avoir du temps pour des questions d'autres. Oui, bien sûr. Tu veux répondre à une des 7 dernières questions. Oui, j'essaye de voir ce qui serait le plus éclairant. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose d'ailleurs pour les sciences, la sociologie, la science politique et les sciences de gestion sur la définition du scientisme, avec l'idée d'autocentré, hein, autocentriste, comme il a été dit, avec l'idée de la norme de vérité en soi. Dans le cas de la science politique et de la sociologie, il y a quelque chose, et ça répond en partie à des éléments de raison sociale qui consolident ça. C'est le sentiment qu'on est menacé. On est menacé par l'erreur tout autour, que c'est un combat perpétuel contre l'erreur, et que l'erreur est dans la tête de la plupart des collègues. Ils sont rongés par l'erreur. Bon. Et alors, il y a le sentiment héroïque que, je pense, par exemple, on peut interpréter la phrase de Gaxi, que je cite comme ça, il y a un sentiment héroïque de sauver la science contre tous ceux qui sont en train de la polluer avec des choses, etc. Donc, ce n'est pas simplement autocentré parce qu'il y a ce rapport à la menace extérieure qui est assez importante en sociologie, en sciences politiques, et qui consolide socialement cette vision des choses. C'est là où d'ailleurs, l'idée du néo-scientisme, c'est comme le scientisme, mais la particularité, c'est que ça intègre en général la référence bourdieusienne à la réflexivité. Mais la réflexivité est une accusation contre les collègues, les autres, et pas quelque chose qui revient vers soi. Bon, alors c'est ça la particularité, mais il y a quand même un petit changement, c'est-à-dire qu'eux aussi vont parler au nom de la réflexivité, mais dans une forme de dénonciatoire hein, des autres, bon, et pas l'idée d'un retour sur les choses. Bon. Alors, les éléments de... Je suis d'accord avec l'idée que la sortie du scientisme suppose l'ouverture à la contingence. Bon. L'ouverture, hein, pas simplement des théories contingentes, mais c'est-à-dire que c'est l'idée qu'on ne peut pas clore les sciences sociales sur une logique déterministe. Voilà, on ne peut pas clore. Ce n'est pas qu'on ne peut pas avoir des modèles déterministes qui peuvent éclairer des choses, c'est qu'on ne peut pas clore les choses et que le scientisme est assez associé à l'idée du déterminisme qui peut clore les choses. On le voit bien dans le livre de Laïr là, que j'ai indiqué, Les structures fondamentales des sociétés humaines, c'est-à-dire que c'est le seul modèle.
le déterminisme au sens d'une relation causale. Hein. Bon. C'est le seul modèle possible d'explication. Alors que les sciences sociales ont essayé d'inventer des types d'explications écologiques, interactionnistes, etc., qui ne sont pas nécessairement dans l'idée d'une cause qui produit un effet, etc., nécessaire. Si pour Dieu, c'est plus compliqué parce que c'est une cause qui produit un effet probable, donc c'est déjà un peu plus compliqué. Bon. Donc, il y a l'ouverture à la contingence. Ça a à voir avec, à mon avis, Passeron. Pourquoi Passeron est un élément très important pour moi? Il n'est pas toujours très compris, il n'a pas été très bien lu dans les sciences sociales, et enfin, en sciences sociologie, en sciences politiques, il y a une sorte, depuis une vingtaine d'années, il y a une sorte d'affaissement de la culture épistémologique qui fait que la plupart des sociologues, moi j'ai plusieurs collègues qui m'ont dit « Ah oui, non, mais d'accord, tu cites Passeron, etc. » mais on n'y comprend rien. Bon. Alors, donc à partir de cet élément, c'est difficile de discuter. Le propre de Passeron, c'est qu'il part de cette phrase de Max Weber qui dit que le monde social se renouvelle sans arrêt et que donc on doit toujours construire de nouveaux concepts parce que les choses bougent. Bon. Voilà, il part de cette idée. Et donc, il va définir les sciences sociales comme des sciences historiques. La matière des sciences sociales bouge. Donc, on ne pourrait pas faire exactement comme la physique ou la biologie, l'idée qu'on peut reproduire les opérations dans un laboratoire avec l'idée de toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que normalement, on fait dans tel laboratoire à Paris, dans tel laboratoire à New York, c'est la même expérience. On va dire, on peut faire la même expérience. Mais, par exemple, la science politique va analyser les révolutions, le concept de révolution. Et ben, en utilisant révolution, je dis qu'il y a un lien entre la révolution française et la révolution russe. Mais ce n'est pas la même chose. Et je ne vais pas refaire en laboratoire la Révolution française ou la Révolution russe. Bon. Ce que nous dit Passeron, c'est que tout concept sociologique est analogique. C'est-à-dire, il apparente des contextes spécifiques. Il apparente simplement. Il crée donc de la comparabilité. Et après, avec le concept de révolution, mais c'est la même chose avec le concept d'État, avec le concept d'identité, avec le concept d'habitus, je vais associer des contextes très différents, le contexte de classe sociale par exemple, qui finalement ont beaucoup de différences. Bon, hein. Je les apparente simplement comme un cadre analogique. Donc, ça c'est un élément que n'avait pas compris parce qu'il luttait contre les déformations du langage, Jacques Bouvresse, dans un mauvais livre qu'il avait fait dans la collection de Bourdieu contre l'analogie. À raison d'agir, un petit livre de Bouvresse qu'il avait fait au cercle rationaliste, je crois, un truc. Donc, là, vraiment, ce n'était pas le bon Bouvresse. Bon, parce qu'il ne comprenait pas ça. Il voyait l'analogie comme ce qui amène des prénotions. Bon. Et il ne voit pas ce cadre, c'est-à-dire que le concept en sciences sociales, avec cette réalité qui bouge, et c'est pour ça que pour Passeron, les sciences sociales sont irréductiblement pluralistes, parce qu'il y a nécessairement une pluralité de modèles théoriques qui portent des analogies différentes. Et il y a un très bon texte de Passeron de 81 dans la revue française sociologique qui s'appelle L'inflation des diplômes. C'est sur l'adéquation et l'inadéquation des concepts analogiques. Et alors, il utilise ce mot inflation, qui est utilisé par les économistes, mais qui a été utilisé en sciences de l'éducation, inflation des diplômes. Et il montre qu'il faut penser l'analogie, le concept, dans son adéquation à l'objet. Qu'est-ce que ça nous permet de voir, de dire inflation pour des diplômes? Bon. Beaucoup l'ont utilisé, aussi bien Bourdieu d'ailleurs que Boudon. Qu'est-ce que ça... On emprunte une notion à une autre discipline et on utilise, voilà, on est clair. Et il nous dit, mais un concept analogique, comme tout concept sociologique, il nous permet de voir des choses dans son adéquation à l'objet, en quoi il nous permet de voir des choses, mais aussi il nous fait voir des choses dans son inadéquation. Parce que justement, il ne nous permet pas de voir. Justement, un certain nombre de choses. Bon, dans l'adéquation et dans l'inadéquation. Bon. Alors, c'est ça l'analogie. C'est ça l'analogie, et c'est en ce sens-là que l'épistémologie de Passeron est une épistémologie pour les sciences sociales qui ouvre sur la contingence. Ce n'est pas, contrairement à ce que dit Lahire de 2023, un relativisme, au sens où il n'y aurait pas la possibilité de stabiliser des vérités scientifiques partielles et provisoires. Non, on peut. Il y a un espace avec des contrôles, etc. C'est possible. Mais c'est l'idée du tout.
ce à quoi renoue Lahire, c'est qu'il peut y avoir quelqu'un, et c'était l'idée de Edgar Morin aussi, hein, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut dire le tout de la réalité en intégrant tous les savoirs ensemble. Les savoirs biologiques, les savoirs physiques, etc. Parce qu'il parlerait de la même réalité. Or, Passeron dit bien, on parle de la réalité, mais on parle de la réalité à travers des médiations conceptuelles et disciplinaires. Donc, on regarde la réalité sous un certain angle. Hein. Et évidemment, l'angle de la sociologie, c'est pour ça que ce n'est pas du sociologisme nécessairement. L'angle de la sociologie, c'est qu'on va voir sous l'angle des relations sociales. Mais l'angle de la psychologie sur tel ou tel comportement individuel va être autrement. Bon. Et l'angle de l'écologie au sens de la science, hein, va être un autre angle. Bon. Ça n'exclut pas l'autre angle, hein, c'est un autre découpage. Bon. Ce n'est pas une propriété de l'objet, c'est une propriété du type de découpage, de l'angle. En fait, hein, c'est là où il me semble que Raymond Boudon a raison, c'est-à-dire que quand il parle de réalisme, moi je préfère dire réalisme du concept parce que c'est plus clair, parce que réalisme, ça supposerait, quand il critique réalisme, on a l'impression que c'est réalité qui met en cause, mais c'est réalisme du concept, c'est-à-dire que le concept, c'est une forme d'intelligibilité du réel, un angle, et que donc il ne faut pas confondre le concept et la réalité. Moi, je le dis souvent, et j'ai beaucoup utilisé Marx, etc., et je suis militant dans des groupes anticapitalistes et anarchistes, donc ce n'est pas mon problème, mais je dis le capitalisme, ça n'existe pas. Les classes sociales, ça n'existe pas. Ce sont des formes d'intelligibilité qui rendent compte d'une partie du réel. Alors, il y a des formes qui rendent compte plus ou moins. Par exemple, il y a des microsociologies qui permettent, je pense à l'ethnométhodologie, qui permettait, dans l'analyse de conversation, de saisir des choses qui se passaient dans des échanges, dans des cabines téléphoniques entre deux personnes, etc. Alors, on pouvait rendre compte d'une demi-heure de conversation. Évidemment, ce n'est pas la même chose que quelqu'un un historien qui va s'intéresser à l'évolution du prix du pain sur plusieurs siècles. Bon. Donc, il y a des angles qui permettent de voir des choses plus ou moins petites, plus ou moins grandes. Ces angles ne sont pas tous équivalents, ce n'est pas le relativisme, parce qu'après, il y a des contrôles. Est-ce que l'enquête va dans un sens ou dans un autre? Il y a des données empiriques, il y a le contrôle croisé des collègues, et notamment des concurrents, qui ont tendance à voir facilement les erreurs qu'on peut faire, bon, etc. Donc, tout ça, il y a... Bon. Donc, ce n'est pas relativisme, hein. C'est que contrairement au scientisme, c'est l'idée qu'il ne peut pas y avoir un regard unique qui pourrait, alors dans le cas de Lahire, ça serait par addition des différents regards. Finalement, le sociologue devrait parler de la même réalité que le biologiste. Ce n'est pas tout à fait la même réalité. En même temps, c'est la réalité. Il y avait une réalité extérieure, mais ce n'est pas tout à fait la même réalité. Bon. C'est la réalité sous un certain angle. Bon. Voilà, il me semble ce que apporte Passeron, qui est peu souvent. Alors, il a changé sur Popper, parce que dans la deuxième édition, il a enlevé l'espace poppérien. C'est l'espace d'argumentation. Bon, la deuxième édition qu'il a faite, parce qu'il a eu une grande discussion avec Gilles Gascon-Granger, et il a enlevé cet aspect. Voilà. Donc, la question c'était autour de l'idée de facile-fiabilité. C'est-à-dire que c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas l'épistémologie de Popper, disons en gros, on ne peut pas dire que quelque chose est vrai, mais on peut dire que quelque chose est faux. Voilà, on peut, hein. Donc, on peut le rendre falsifiable, c'est-à-dire on peut montrer qu'il est faux. Ou on donne les dispositifs qui peuvent permettre de montrer qu'il est faux. Voilà, c'est plutôt ça, falsifiabilité, c'est de mettre les dispositifs. Et avec la pluralité des modèles de Passeron, c'est difficile d'être falsifiable. C'est-à-dire c'est les limites d'un modèle qui rend possible un autre, bon, etc. Donc c'est vrai que ce n'est pas dans le cadre poppérien, donc c'est là-dessus qu'il a branché, mais ça ne suffisait pas disons, à bien distinguer, disons, son approche des choses. Alors, je regarde parce que j'ai associé plusieurs choses. Oui, la réflexivité sociologique, enfin, je lui donne une catégorie parce que pour certains sociologues, c'est que ce que j'ai appelé implicites sociaux. C'est-à-dire que c'est une sociologie de la sociologie. Bon.
Et moi, j'étends à la réflexivité philosophique. Ce que fait Bourdieu lui-même dans Méditation pascalienne, quand il dit « Quelle est l'idée de l'homme que j'ai engagé ?» etc., c'est qu'il a cette vision. Donc, j'étends à une part de réflexivité qui n'appartient pas qu'à la sociologie, bon, et qui n'est pas que la sociologie de la sociologie. C'est un sociologue peu connu, Wright Mills, un grand sociologue américain des années 50, avec ce livre, L'imagination sociologique. Mais il y a quelque chose d'important à un moment donné, ce qui a été dit par Laurent, c'est qu'à un moment donné, il y a une routinisation des concepts. Une fois qu'on a fait, je prononce ma thèse, quand on a fait 30 ou 40 séminaires bourdieusiens qui, sur le jazz, sur le tennis, sur le rap, sur etc., a utilisé la notion de chant, on a l'impression qu'on ne voit plus rien, parce qu'on voit toujours la même chose. Alors on a vu le jazz, le truc, on a l'impression qu'on voit toujours la même chose. Donc il y a une routinisation qui s'opère, qui fait que finalement il y a une sorte de mécanique de routinisation des concepts. Et c'est là où le modèle de Passeron est intéressant, parce qu'il oblige à voir l'inadéquation du modèle aussi, pas son adéquation. Et donc, là, il y a, il me semble, un élément important c'est la limite que j'appellerais de la routinisation des concepts, qui oblige à une certaine mobilité. Pour Passeron, ça serait les caractéristiques de l'objet des sciences sociales, qui serait mobile et qui ne permettrait pas le toute chose égale par ailleurs du laboratoire. Mais toutes les sciences dures ne sont pas des sciences de laboratoire. Par exemple, les sciences climatiques. Bon, alors évidemment, c'est plus long comme temps, mais c'est pas le laboratoire. On ne refait pas dans un laboratoire l'expérience, etc. Donc il y a beaucoup quand même de sciences dites dures qui ne relèvent pas de la science de laboratoire type biologie ou physique. Bon. Donc là, pour lui, c'est la caractéristique de l'objet des sciences sociales, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas que l'objet des sciences sociales. Cette réflexivité, elle peut avoir des effets dans les sciences. Je pense à l'histoire féministe, des sciences dures. Biologie, je pense, je me rappelle une historienne des sciences qui s'appelait Fox, je me rappelle, où elle montrait que l'orientation masculiniste des biologistes, le mot qu'ils utilisaient, ont mis beaucoup de temps à comprendre des processus parce qu'ils étaient orientés par les mots qui avaient une certaine vision qui était liée à la vision masculine dominante. Et donc, ça ne veut pas dire que ce n'était pas scientifique, ça veut dire que le regard était préorienté par les mots qu'on utilisait dans certains types de relations. Il y a des choses qu'on n'a pas vues parce qu'on était orienté par des métaphore masculine. Donc ça peut jouer aussi, disons, pour, à mon avis, les sciences dures, et ça peut jouer aussi, tu as parlé d'ingénierie sociale pour la politique. Moi, je l'ai fait simplement sur le terrain de politique, de l'écologie politique. C'est-à-dire, j'avais, dans ce travail que j'ai fait sur les présupposés anthropologiques, j'avais mis en évidence qu'il y avait une partie de Marx et une partie de Durkheim, deux modèles anthropologiques. Un modèle, disons, de Marx, qui était l'idée que les humains se caractérisent par des désirs infinis, que le propre du capitalisme, c'est de bloquer ces désirs, et donc l'émancipation, c'est d'ouvrir les désirs, parce que les désirs sont intrinsèquement créateurs pour Marx. C'est ce qu'il appelle l'homme total ou l'homme complet. Parce qu'il faut le savoir, mais ça c'est un philosophe anthropologue non marxiste qui l'a bien mis en évidence, mais Marx est un auteur individualiste. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit du marxisme. La notion d'individu est beaucoup plus importante chez Marx que la notion de classe. Bon, beaucoup plus. C'est Michel Henry, dans son livre de 77-17 sur Marx, qui a bien mis en évidence ça. Bon, avec des présupposés phénoménologiques qui posent problème, il a du mal à penser la relation. Bon. Mais disons, donc l'homme total ou l'homme complet, et Durkheim, au contraire, il dit les besoins et les désirs sont insatiables, mais plus je bois, plus j'ai soif. Donc les désirs humains m'asphyxient. Plus j'exprime ces désirs, plus je suis insatisfait et frustré.
Alors, on a deux modèles. Modèle de Marx, le désir est créateur, il faut libérer les désirs. Le modèle de Durkheim, ça se voit bien dans son livre Le suicide, il faut mettre des barrières. Alors, c'est l'éducation républicaine, etc. Il faut mettre des barrières qui contiennent le désir pour pas que ça emporte la société, l'anomie, ou que ça emporte l'individu. Bon. On a deux modèles. Eh bien, ce que j'avais remarqué chez les auteurs, pour clarifier des débats politiques, chez les auteurs de l'écologie politique et de la décroissance, c'est qu'ils se facilitent les choses dans un conte de Noël, c'est-à-dire quand ils critiquent le capitalisme, la société de consommation, etc., ils sont Durkheim. Le désir est frustrant, etc. Il faut arrêter le caractère frustrant de la surconsommation, etc. etc. Et puis, il y a un miracle, c'est la nouvelle société écologiste décroissante, etc. Et là, les désirs deviennent créateurs. Donc, ils s'arrangent. Alors, moi, j'incitais les écologistes à penser, avoir au moins un modèle où c'est les mêmes humains dans les deux cas, pour éventuellement penser la transformation. Parce que si on se facilite les choses comme ça, c'est-à-dire que si les désirs sont frustrants et qu'il faut les bloquer dans la société actuelle, et puis il y a le miracle écologique, et après les désirs deviennent créateurs, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de... ça impose un problème. Donc ce problème des présupposés peut éclairer des débats politiques actuels aussi. Ça éclaire pas simplement des questions de sciences sociales. Je pense que j'ai abordé qu'une partie des questions. Mais... Bon, on va peut-être ouvrir, Béatrice. Alors, il faut que tu parles un peu fort pour que on peut entendre jusqu'ici. On n'entend pas. On n'entend pas du tout. Si on peut imaginer un indicateur de fiabilité des résultats de la recherche en multipliant les points de vue, c'est-à-dire que tout à l'heure tu disais, en fait, moi, je n'arrive pas à regarder dans le dos. Si je m'associe avec voilà, plusieurs chercheurs pour garantir tu vois, je sais pas, une connaissance plus large de ces présupposés, ça me donne une recherche beaucoup plus solide, enfin les résultats dans tous les cas. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Moi, ce que j'indiquais, c'est que les limites d'un angle permettent d'ouvrir sur un autre angle. Les limites d'un modèle permettent d'ouvrir sur un autre modèle. Donc, c'est plutôt une épistémologie de la pluralité des modèles. Ils ne sont pas tous équivalents, etc. Ce n'est pas nécessairement relativiste, mais l'idée que ça ouvre. Bon. Donc, évidemment, on va dire, comment dire, je ne dirais pas fiabilité, mais une recherche qui pourrait recourir à plusieurs angles sur un même objet. Évidemment, ça, c'est plus facile avec une recherche collective qu'avec une recherche individuelle. Là, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est pas dire que c'est pas plus rigoureux, etc. Mais évidemment, c'est moins partiel. Je dirais, voilà, c'est moins partiel. Il faut faire attention à partiel parce que partiel peut renvoyer implicitement à complet et à total. Donc, il faut faire attention. Donc, parce qu'il y a certains qui disent oui, mais c'est partiel et c'est pas une vision complète des choses. Donc, ça suppose qu'il puisse y avoir une vision complète. Bon. Donc, mais en tout cas, il y a une vision plus riche, on va dire, des choses. Le problème du scientisme, c'est que ça a été dit tout à l'heure par Laurent, mais il ne voit pas il n'admet pas les limites de son point de vue. Et donc, c'est vrai qu'il finit par penser, pas forcément lui, mais qu'il est le garant d'une norme de scientificité, la seule. Bon. Donc, il est incapable de voir, et donc, les autres modèles sont nécessairement des erreurs. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir d'erreurs, que des gens fassent des erreurs sur des constructions, etc., que finalement, tel modèle, un modèle, peut-être que le modèle de compassion, nous, on l'a appliqué à l'hôpital et à Pôle emploi, mais le modèle de compassion aujourd'hui appliqué à l'entourage
de Trump à la Maison-Blanche, et peut-être il ne va pas rendre peut-être grand-chose. Hein, bon. Et donc, il va nous avoir peut-être des éléments assez limités de la réalité. Bon, hein, peut-être. On peut supposer ça comme ça. Donc, tous les modèles ne nous disent pas. Par contre, le modèle stratégique machiavélien peut peut-être être plus éclairant. Bon. Donc, ça ne veut pas dire que, voilà, qu'il y a des fois, un modèle ne rend pas grand-chose sur un objet. Hein. Il faut toujours voir, avec les données dont on peut disposer, qu'est-ce que ça rend hein, en fonction d'une enquête. Bon, hein, bon. Donc, le problème des scientistes, c'est évidemment de refuser de voir ses limites. Et la critique que je propose du scientisme, c'est d'élargir ça, de sauter des limites d'un angle à un autre angle. C'est pour ça que j'avais, à un moment donné, c'était dans le sillage de ce qu'on appelle la sociologie pragmatique de Boltanski et Thévenot, construit deux modèles, le modèle machiavélien, le modèle lévinassien, en prenant des modèles qui traitent de types de relations sociales qui sont considérés comme opposés. Hein. Et bon, le modèle lévinassien, on ne craint pas qu'il soit dominant en sciences sociales, parce qu'en général, les sciences sociales, il n'y a pas souvent d'amour, de compassion, etc., qui sont vus, donc ce n'est pas quelque chose qui menace. Hein. Mais le modèle stratégique, là, il est beaucoup plus puissant, hein. Bon, comme avec les rapports de force, le calcul, l'intérêt, etc., bon, lui, il est plus puissant. Bon. C'était de localiser, de dire, mais non, le modèle stratégique, il nous dit des choses. Ben oui. Oui, le modèle stratégique, il nous dit des choses, et donc il ne nous dit pas rien, et il nous dit plus de choses sur certains rapports ou pas. Le modèle de compassion peut nous dire des choses variables en fonction des enquêtes et des types de terrain qu'on va étudier. Voilà. Donc, cet article de Passeron, adéquation, inadéquation à l'objet, plus faire varier les modèles, avec une idée d'un pluralisme indépassable, alors que dans la logique parce que c'est vrai, il a poussé plus loin le scientisme, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un auteur comme Lahire qui veut caler les sciences sociales sur les sciences biologiques. Bon, ouais, ça fait longtemps. Bon. Donc ça, c'est nouveau. On pensait que c'était ce qui renforce d'ailleurs l'idée de Passeron qu'il y a des cumuls partiels en sciences, mais on n'arrive pas à un vrai cumul des connaissances. Bon, voilà. Il y a par secteur, etc., il y a des cumuls, mais l'idée d'un cumul général où on va de moindre connaissance à plus de connaissances, à moins de rigueur à plus de rigueur, c'est pas évident parce que là, par exemple, on passe, voilà, on peut passer de formes complètement, quand on lit une certaine littérature américaine relativiste, postmoderniste, complètement éclatée, là, de ce type, et on se dit, tiens, c'est le relativisme qui menace les sciences sociales, et puis il y a Lahire qui arrive, et donc on dit, il y a un nouveau truc, bon, et alors c'est l'inverse, bon, donc les choses ne sont pas stables, on ne peut pas dire c'est stable, mais il y a quand même l'idée que on peut caler sur un seul registre de vérité, c'est qu'il n'y a pas de pluralité théorique, c'est qu'il y a un modèle, et que ce que dit Lahire maintenant, j'ai lu un entretien dans Marianne où il explique que toutes les sciences sociales sont relativistes aujourd'hui. Et il y a lui et 3 ou 4 personnes en France et dans le monde qui échappent au naufrage. Bon, voilà, on en est à... Voilà. Donc... Pessimisme et arrogance. C'est un oui, couple dangereux. Donc, voilà, donc... il y a une plus grande modestie chez Passeron. Alors, c'est vrai que le texte est difficile d'accès, parce que c'est beaucoup des discussions qu'il a eues avec Gilles Gaston-Granger et avec Paul Veyne. C'est ses 2 interlocuteurs principaux. Bon. Et donc, c'est lié, et donc c'est très travaillé de manière, etc. Et donc, c'est difficile d'accès. Hein, c'est vrai, même pour les sociologues. Bon. Même pour des sociologues professionnels, c'est difficile d'accès, mais il me semble que ça a ouvert une piste, disons, intéressante par rapport à notre problème, c'est-à-dire défendre la possibilité de la science tout en critiquant le scientisme. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions en ligne ou Ah bah. Très bien.
Alors, il y a qui est-ce qui Mathéo et ensuite Erwan. Puis après, on va arriver allègrement au 16h. Vous pouvez parler un peu fort pour qu'on vous entende. Vincent. Ah oui, mais c'est sur le compte, c'est sur l'autre compte. Non, j'avais levé la main aussi, mais Ah, Vincent, je t'en prie, Vincent. Vincent, j'en prie. autant pour moi. Donc vous aviez une question ou pas? Ou c'est moi qui ai... Oui, c'est ça, il y avait une main levée. La main levée virtuelle était la mienne et peut-être celle physique et celle de Vincent. Je sais pas. Alors, Vincent d'abord, et en élevant la voix. Ouais. Réflexivité sociologique dont vous parliez dans l'utilisation des sciences sociales en tant que carburant et obstacle. Vous parliez de cette réflexivité comme une connaissance pour un meilleur contrôle des présupposés, si j'ai bien suivi. Auquel cas, quelle portée va déterminer ce succès ou non des sciences? Comment est-ce qu'on va déterminer le succès ou non de ce contrôle? Bonne réflexivité, et en miroir, qu'est-ce que quelque part une mauvaise réflexivité ou une réflexivité insuffisante? Hop. Alors, il y a deux choses. Parce qu'il y a réflexivité, il y a carburant-obstacle. Hein. Bon, sur carburant-obstacle, c'est la prise de conscience pendant l'enquête d'un certain nombre de choses qui vont orienter le regard dans certaines directions et qui vont empêcher. Par exemple, une partie de mon travail sur le syndicalisme cheminot, pour ma thèse, je prends ça, j'avais commencé à faire un travail d'histoire sur les rapports entre le syndical et le politique. Il y avait beaucoup de militants politiques qui étaient des militants syndicaux, etc. Bon. Et moi, j'étais militant politique. Bon. Et de cette forme, j'avais hérité l'idée que le politique, c'est plus global que le syndical. C'est plus général. C'est au-dessus, en fait. C'était ça mon évidence. Et je suis parti sur ces idées. Bon. Le travail historique m'a aidé à montrer que ça n'a pas toujours été le cas en France. Qu'il y a eu un courant, les débuts des bourses du travail et la première CGT, qui était de tendance anarchiste, qui disait les partis politiques, c'est superficiel, c'est secondaire, c'est des intérêts politiciens. En fait, c'est le syndicat à la base. Et ça, on peut se passer des partis politiques d'ailleurs, parce que le syndicat, c'est la base de la future société. À la fois, c'est la revendication quotidienne pour améliorer la situation, et en même temps, c'est la base de la société socialiste future. Alors, j'étais orienté par cette prénotion que le politique était au-dessus du syndical. C'était renforcé sur mon terrain parce que j'avais des acteurs qui ont eu la même socialisation que moi et que, pour une partie d'entre eux, pensaient la même chose. Et donc, j'ai dû me sortir de cette prénotion par le recours à l'histoire. Et après, j'ai mieux compris que c'était compliqué les rapports entre le syndical et ce. Donc là, c'était un obstacle, hein, ce truc que j'avais en tête, que le politique, c'est au-dessus du syndical. Bon. Et le carburant. Le carburant, c'est que, en tant que militant, j'avais une sympathie spontanée pour les militants. J'aimais leur parler de leur vie de famille, etc., des trucs. Je les aimais, en fait. J'aimais les gens que... Et alors, c'était un trouble pour moi, parce que quand j'allais au séminaire Bourdieu, parce qu'en même temps j'étais à l'EHESS, j'allais au séminaire de Bourdieu, et Bourdieu nous disait, non, de toute façon, ils nous mentent, les acteurs. Bon, ils nous mentent, donc il ne faut pas les écouter, et il faut voler les documents. Ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai volé des documents qui ne m'ont pas servi à rien dans le syndicat, hein, qui m'ont servi à rien. J'ai volé des documents etc. Et ça, et en fait, mon implicite militant a très vite débordé cette idiotie que Bourdieu nous apprenait.
et m'a fait rentrer dans des intimités, dans des relations entre les personnes. Peu à peu, ça a complètement changé les choses. C'est-à-dire que c'était un peu compliqué dans ce syndicat. C'est que j'avais été introduit à l'époque, j'étais militant du Parti socialiste. J'étais introduit par un militant de ce syndicat, agent de conduite, qui était militant du Parti socialiste aussi. Et à l'époque, il y avait un conflit dans le syndicat, c'est le syndicat des CFDT des cheminots de Bordeaux. Et il y avait un courant d'extrême gauche minoritaire, et c'était plutôt des gens socialisants qui étaient majoritaires à ce moment-là. Et donc, comme j'ai été introduit, il y a eu un vote pour m'arriver, j'ai eu une majorité pour moi, mais il y en avait des gens qui ne me parlaient pas. Ceux qui avaient voté contre le fait que je puisse faire de l'observation participante dans le syndicat. Et par cette logique de sociabilité, j'ai été parler à tout le monde, etc. J'ai pas essayé, j'ai noué des liens, j'ai été les voir dans leur famille, etc. Et peu à peu, ça a changé ma position dans le syndicat. C'est-à-dire que dans le conflit qu'ils ont eu, j'ai eu une position intermédiaire entre les deux groupes. Et à la fin, quand les choses sont envenimées dans le syndicat, qui fait d'ailleurs qu'il y a eu un changement de majorité après, j'étais un intermédiaire. C'est-à-dire que ceux d'un camp, pour parler aux autres, me parlaient à moi. Me faisait passer des messages pour les autres. Bon. Et alors ça m'a donné une vision du syndicat autre à travers simplement mon changement de position. Bon. Si j'étais resté sur le truc scientiste de Bourdieu, les gens mentent, ils ont des illusions dans la tête, il ne faut pas les écouter, etc. Il faut voler les documents, hein, bon, etc. Voilà. Et non, et là sur ce plan, c'est mon expérience militante qui a pris le pas, et heureusement, ça a été un appui. Bon. Appui, obstacle, oui, mon expérience militante, c'était à la fois un obstacle et un appui. Hein. Bon. Et alors, il me semble qu'il y a ceux qui pensent qu'il y a certaines visions un peu plus relativistes qui vont penser que c'est que du carburant. Donc, ils ne vont pas voir les prénotions. Et il y a ceux qui vont, chez les plus scientistes, qui vont voir que l'obstacle. Bon. Alors, quand est-ce que la réflexivité est un succès? C'est difficile de dire si c'est un succès. C'est-à-dire que je me rends compte d'un présupposé. Enfin, pourquoi l'article dont on a parlé, là, dont l'article là est un bout, c'est que j'avais lancé une enquête sur l'individualisme contemporain, liée à une enquête sur des téléspectateurs et des téléspectatrices, surtout d'une série télévisée du début des années 2000 qui s'appelait Ally McBeal, qui passait en prime time sur M6. Et qui était une série où on avait une avocate bostonienne de 30 ans qui cherchait l'amour et qui ne le trouvait jamais. Et puis, donc, j'ai lancé une enquête là-dessus auprès de téléspectateurs, d'abord avec mes étudiants, et puis après, j'ai lancé un appel dans Femmes Actuelles, et puis il y a plein de gens qui m'ont répondu, et j'ai été interroger des fans de la série. Et donc, mon problème, c'était la question du modèle anthropologique, c'est-à-dire modèle d'individualité. C'est là que j'ai commencé à travailler sur les implicites de Marx sur le désir créateur, les implicites de Durkheim sur le désir frustrant, et j'ai peu à peu bâti l'idée d'une ambivalence, d'une anthropologie des ambivalences, que j'ai trouvée chez un auteur allemand, Georges Simmel, qui a une vision du désir dual, bon, qui est un sociologue de la même période que Max Weber, hein, à peu près, c'est un des fondateurs de la sociologie allemande, bon. Plus philosophe que Weber, parce qu'il avait sa thèse sur Kant, et qui m'a permis d'éclairer les comportements par rapport à l'individualité dans cette enquête sous le mode des ambivalences de l'individualisme contemporain. C'est-à-dire qu'il y a toute une littérature sur l'individualisme qui dit tout ça, ça défait le lien social, les gens ne pensent plus au commun, avant ils s'aimaient, ils se tenaient la main autour du feu, etc., etc. Et maintenant, ça y est, ils sont tout seuls, ils sont isolés dans les villes, ils ne s'aiment plus, bon, etc. Et bon, il y a cette littérature, mais on en trouve l'équivalent en sociologie, hein, de cette littérature. Bon, et puis, à la littérature, c'est super, les familles recomposées, etc. C'est génial, l'individualisme, les gens sont plus autonomes, ils sont plus libres. Bon. Et alors, d'avoir fait travailler sur les présupposés, ça m'a amené avec un modèle d'un désir dual, de prendre en compte les frustrations et aussi les dimensions de création, de reconnaissance, etc. Et donc, ça m'a fait aborder cette enquête de manière différente. Et donc,
c'est difficile de parler en termes de succès ou d'échec là. C'est que j'ai vu un angle qui m'intéressait pour cette enquête et ça m'a éclairé quelque chose sur cet angle. Et ça m'a orienté mon enquête d'une certaine direction. Je pense que dans ces cas-là, il faut aussi assumer une certaine capacité d'auto-évaluation sans forcément être honteux ou s'en excuser. C'est-à-dire, il y a aussi une capacité à dire je pense que j'ai vu plus. Et au début, j'étais plutôt pour ceux, parce que je m'étais intéressé à des gens comme Christopher Lasch, à Richard Sennett. J'étais plutôt sur ceux qui disaient oui, mais tout ça, c'est le narcissisme contemporain, etc. J'étais plutôt sur le thème que tout ce truc d'individualisme, c'est vraiment l'abomination. Bon. Donc, j'étais parti comme ça de ce truc. Hein. J'étais mal parti. Bon, j'étais mal parti. Mais bon, d'avoir réfléchi, ça m'a déplacé. C'est là qu'on voit le succès. Voilà, c'est le mouvement. L'implicite bloquait la compréhension de quelque chose et ça a débloqué. Alors, je me rends compte qu'il y avait une question il y a longtemps. Désolé, je n'ai pas surveillé la conversation. Servan ou Servan, désolé si je prononce mal. Alors, je sais que c'était il y a déjà un bon quart d'heure, mais vous aviez une réaction ou une question. Voilà, oui, sur l'argumentation et sur l'expérimentation. Ouais. Alors, je ne sais pas si Servan ou Servan est encore connecté. Non. Je lirai après. Alors, prendre la dernière question de Mathéo, puis on va conclure. Mathéo, allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui. Ah, ça y est, désolé Mathéo, Servan, oui, ça y est, on vous entend. Excusez-moi, j'avais un problème avec mon microphone, je pensais que excusez-moi, je pensais que vous m'entendiez. Oui, en fait, j'avais rédigé merci de me donner la parole. Et bonjour, quand même. Merci pour votre présentation, tout d'abord. J'avais écrit la question pour que ce soit plus clair sur à côté dans la conversation. Donc, je peux la relire rapidement. Ouais. Je disais que l'argumentation de Passeron, elle repose en grande partie sur l'idée qu'une des spécificités des sciences sociales est le fait qu'elles sont historiques, comme vous l'avez rappelé, et que la méthode expérimentale n'est donc pas possible. Or, comme ne manque pas de le faire remarquer Laïr dans les structures fondamentales des sociétés humaines, la biologie et d'autres sciences n'est pas moins historique, puisque le vivant bouge, il évolue, il a une histoire. Et par exemple, la théorie de l'évolution de Darwin, elle a été en grande majorité fondée à partir de données issues de l'observation, et non à partir d'une méthode expérimentale, ce qui n'a pas empêché un degré de scientificité élevé, puisque elle est devenue le paradigme dominant, et avec une puissance significatrice de la théorie qui a permis qu'elle devienne un paradigme dominant, même s'il évolue dans le temps et qui prête à des discussions. Il est le cadre intégrateur à partir duquel les discussions se font. À partir de ce simple constat, quid de la pertinence de la thèse passeronienne, et en quoi l'hypothèse passeronienne de l'impossibilité d'un cadre intégrateur unique en sciences sociales, elle tombe-t-elle pas d'emblée en désuétude à partir de ce simple constat? Et pour finir, je préciserai simplement que dans le livre, que dans son livre, Laïr, il précise qu'il a adhéré à l'épistémologie de Passeron auparavant. Il le précise, page 96-97 notamment. Voilà, je veux juste le préciser pour rectifier cette petite chose. Mais bon, la question, elle est avant. Oui, alors, moi, je ne dirais pas que Passeron remet en cause l'idée de la possibilité de la méthode expérimentale. Ce que remet en cause Passeron, c'est l'idée d'une expérience en laboratoire, toute chose égale par ailleurs, où on peut reconduire la même expérience dans des conditions différentes en faisant comme si c'était les mêmes conditions. C'est ça. Par exemple, en psychologie sociale, il y a des tas de formes expérimentales. Elles se basent pas sur le toute chose égale par ailleurs nécessairement. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée qu'il y ait une reproductibilité nécessaire des choses. Simplement, on met les acteurs dans une situation artificielle. Et c'est ça l'important, c'est que c'est une nouvelle méthode. Elle met les acteurs, et mettre les acteurs dans une situation artificielle, ça fait voir des choses. Mais par exemple, l'intervention sociologique de Touraine, elle est basée là-dessus, parce qu'on met les acteurs qui ne se connaissent pas dans une pièce et ils vont discuter. Bon.
Nous, on avait fait ça chez Boltanski pour l'analyse des innovations dans les services publics. On faisait discuter des gens qui avaient participé à des innovations au niveau local et au niveau national. On les faisait discuter comme chez Touraine et la bande de leur conversation constituée. Donc, c'est des modèles expérimentaux au sens où on ne prend pas les gens dans la vie courante, mais on les met dans une situation artificielle et ça permet de produire de la connaissance. Bon. Donc, ça, c'est un premier point. Je ne pense pas que c'est l'idée de l'expérience dans le laboratoire, toutes choses égales par ailleurs, où on peut reproduire la même expérience. Bon. Ça ne correspond pas, en tout cas, à beaucoup de concepts des sciences sociales. Par exemple, reproduire dans une expérience ce qui se passe dans une salle de classe et dans telle ou telle salle de classe et faire comme si on pourrait le reproduire dans toutes les salles de classe. Hein, bon. Où j'ai dit tout à l'heure la révolution. Bon. Ça, c'est le premier point. Bon. Le deuxième point, c'est que le fait de dire que ça a marché avec Darwin ne nous dit rien sur la possibilité en sciences sociales. Parce que nous dit Laïr, c'est que ça n'existe pas, ce paradigme. Il est en train de le faire. Mais moi, je remarque, c'est qu'au cours de l'histoire des sciences sociales, il y a toujours des gens qui disent qu'ils ont trouvé le paradigme unificateur. Bon. Et qu'au bout du compte, sur, disons, plus de 2 siècles d'analyse des sciences sociales, d'histoire, il y a toujours cette pluralité. Donc, ce que essaye de rendre Passeron, c'est ça la dimension descriptive de son épistémologie, c'est aussi mais pourquoi ça perdure. Ce que va faire Laïr, c'est que dire, voilà, il y a le modèle comme celui de la biologie, c'est celui qui est le bon modèle scientifique, il faudrait que les sciences sociales l'utilisent, mais il ne va pas le chercher dans l'histoire des sciences sociales, hein, le contenu du modèle. Hein. Il ne va pas le chercher dans l'histoire des sciences sociales, il va le faire du côté de d'autres sciences. Bon. Alors, là, il faut rendre compte de pourquoi, voilà. Et l'idée après, c'est que si ça n'a pas marché, c'est que la plupart des sciences sociales sont dans l'erreur et que la vérité est là. Bon. Moi, il ne me semble pas qu'on puisse tenir longtemps. C'est parce que ça annule 2 siècles d'histoire des sciences sociales. On dit bah, ça n'existe pas. Mais ça annule aussi 90% des travaux de Bernard Laïr lui-même, qui n'étaient pas dans cette logique. Tous ces travaux antérieurs, ce n'était pas du tout dans cette logique. Et il n'y a jamais eu de paradigme intégrateur complètement. Par exemple, on voit à un moment donné dans L'Homme pluriel un Laïr qui va chercher Bouvresse pour expliquer qu'il faut mettre en cause la sociologie dispositionnelle. Et puis après, 2 ou 3 ans après, il fait un livre pour expliquer que c'est disposition-situation. Et donc, on revient à disposition. Bon. Donc, chez Laïr même, il n'y a pas un même paradigme. Hein. Il n'y a pas un même paradigme qui a dominé, parce que je l'ai beaucoup suivi, j'ai beaucoup travaillé avec lui, on a beaucoup discuté pendant très longtemps. Bon. Donc c'est une hypothèse, c'est le seul à avoir cette hypothèse. Ça n'a aucun écho dans les sciences sociales, parce que personne ne veut discuter son livre, et les quelques comptes rendus qui sortent, c'est pour le démonter. Bon. Et alors, donc la seule possibilité, c'est le seul scientifique qui existe contre tous les autres qui sont des faux scientifiques. On est dans cette logique. À mon avis, c'est ça le relativisme, d'une certaine façon. Parce que ça relativise 2 siècles de travaux de sciences sociales, 2 siècles de modèles, etc., qui ont essayé de rendre compte de morceaux de la réalité sociale. Voilà. Il me semble que la vision passeronienne est plus réaliste, hein, au sens où elle rend compte de la réalité des sciences sociales. Alors, je vois le temps qui file, donc je vais devoir frustrer les questions de Mathéo et d'Erwan. On aura l'occasion, mais il est déjà 4h15. Merci beaucoup, Philippe, pour ta présentation. Le prochain séminaire, alors il se trouve que c'est toi aussi qui reviens nous parler, oui, alors peut-être en ligne, ouais, le mercredi 30 avril. C'est le 30 avril, d'accord. Oui, peut-être en ligne. Le 1er avril. 30 avril.
Et ensuite, on a ajouté les dates du 21 mai et du 4 juin. Mais ça, j'informerai. Étudiants du CRM, vous allez vous reconnecter pour un quart d'heure avec Laurent Magne pour votre conclusion de votre côté. Et pour tous les autres en ligne côté SPSG, Oui, 30 avril. on se retrouve le mercredi 30 avril. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.